Verehrte Versammlung, dem Rufe der Gesellschaften Ort und Aussee durfte ich mich nicht entziehen. Die Situation unserer über die Erde zerstreuten jüdischen Gemeinschaft ist zugleich ein Barometer des moralischen Standards in der politischen Welt. Dieses Barometer steht tief in unserer Zeit. Wer den Geist erhalten will, muss auch den Körper pflegen, an den jener gebunden ist. Die Gesellschaft OSI dient dem Körper unseres Volkes im wörtlichen Sinne. Dies fühlen wir schmerzlich. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir sind intolerant. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. There was Kristallnacht in Berlin, in which our synagogue was destroyed, all the Jewish stores were destroyed, all Jewish institutions were destroyed, and the stores were looted, smashed and looted. And a few days later, I was expelled from school. When my father was arrested on the street, he was just stopped by two SR men, I think, and asked, "Are you Jewish?" And when he said yes, he was immediately arrested, and he was sent to Dachau. At the time, the Germans did not kill Jews. My father and my brother were arrested by the German police in our apartment in Berlin, and my mother and I were left by ourselves. So my mother really tried very hard to find some way to save me, and she made a very, very courageous decision. She put me on the list for children to be taken on the Kindertransport to some other countries. My Kindertransport went to France. And then, of course, the Germans came. Inside the chateau, we found Germans occupying it, which presented a very big problem for us German Jews. There were 40 boys of us. We were in the same place. So the first thing we said to ourselves, not a word of German, only French. But sooner or later, the kid said something in German, and the Germans were paralyzed. Then they came out with, I guess, what they had been told. They said, "It's not your fault, it's your parents' fault. So it's okay, it's all right for us to." So then we spoke German. But of course, this couldn't last. This couldn't last. While we were on the train, we had to stop at the ligne de démarcation.
and the Germans came to search the train. I was absolutely terrified because you're sort of in a train, you're a prisoner. And it occurred to me that the letters that I had in German from my parents, because my parents wrote to me in German, obviously, were very incriminating. I had to get rid of them. So those last letters from my parents, whom I never saw again, I tore into little pieces and threw them out the window. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Sézille prononce le discours d'inauguration. Si elle voulait continuer dans les centres médicaux sociaux, si elle voulait continuer à aider cette population juive, Lauzé était obligée de devenir la 3e direction santé de l'UGIF. En 1941, à la Croix-Rouge, au bout d'un moment, on m'a dit étant donné que vous êtes juif, vous ne pouvez pas rester à la Croix-Rouge. Mais c'est eux qui m'ont donné l'adresse de l'UGIF. Je suis devenue assistante sociale pour le 4e arrondissement. Alors, je me suis occupée des familles dont les maris ont été arrêtés à Pithiviers. Les femmes sont restées là avec des enfants. Et c'est là que j'ai découvert la pauvreté. Il n'y avait plus de salaire. Le mari n'était plus là pour apporter son salaire. Il n'y avait pas un sou à la maison. Il fallait les aider moralement. Il fallait les aider matériellement. Il fallait les aider de toutes les façons. C'est vrai que les familles qui n'avaient plus de quoi se chausser, de quoi se vêtir par manque d'argent, trouvaient chez Lauzé également à la rue Amelot, à la colonie scolaire, appelée aussi colonie scolaire, des vêtements, des cantines populaires pour pouvoir manger, parce que les Juifs, à partir de ce moment-là, étaient des parias, étaient mis au banc de la société. Surtout qu'on avait su qu'il y avait des enfants qui jouaient dans les rues et que les flics les arrêtaient en disant qu'ils faisaient du grabuge, etc. Et on arrêtait la famille en même temps. Après, le GIF a eu une dérogation. Et nous, en tant que moniteurs, nous avions le droit d'emmener les enfants dans ce qui était à l'époque le département de la Seine. Quand on a su qu'on pouvait emmener les enfants s'aérer, ça a été la ruée vers l'or. Il était demandé à des familles qui habitaient dans les campagnes de pouvoir héberger un enfant moyennant finance pour que les enfants puissent un petit peu souffler, pour que les enfants puissent manger un petit peu à leur faim pendant 1 semaine, 2 semaines. En faisant cela, Lauzé avait déjà constitué un réseau de familles qui savaient que les enfants étaient juifs et qui ensuite Lauzé allait se servir de ce réseau pour planquer à partir de 1942, ses enfants.
souviendrai toujours mon arrivée à Rivesaltes, cette désolation. La différence entre Gurs et Rivesaltes est la topographie des lieux. Parce que Rivesaltes est dans une plaine aride, subissant la tramontagne qui rendait la vie très difficile. C'était des baraques en ciment, partout, c'était des îlots A, B, C, D, et c'était partagé entre Espagnols et Juifs, et l'îlot des œuvres. Rivesaltes est un camp immense, immense. On n'en voyait pas la fin. Quand le car s'est enfin arrêté pour nous laisser, on est descendu. Les Français nous ont dit, la police nous a dit, ici vous êtes dans l'îlot K, l'îlot des condamnés à mort. Très peu d'entre vous resteront vivants après cette guerre. Losey a placé ce qu'on appelle des internés volontaires, c'est-à-dire des jeunes femmes qui vivaient avec les internés, qui dormaient sur place, qui apportaient, qui procuraient des soins aux enfants mais aussi aux adultes. Je me souviens quand je suis rentrée la première fois dans ce qu'on appelait l'hôpital, je me suis dit je vais devoir y rentrer tous les jours, comment je vais supporter cette odeur. C'était où on mettait les pré-cachectiques ou déjà cachectiques. Les grands bocaux d'urine qu'on gardait pour la journée, qui étaient là, ouverts, pour que les médecins puissent faire des analyses et tout ça, c'était affreux. Il y avait une gamelle avec des haricots blancs, dans de la sauce tomate, mais il y avait autant de verre blanc que d'haricots. Alors, automatiquement, chacun jetait sa gamelle pendant 3 jours. Puis on avait tellement faim que le 3e jour, on commençait à essayer de sortir les verres. Au bout de 6 jours, on mangeait tout, même les verres. Et au bout de 9 jours, on se mettait à côté des nouveaux arrivants, sachant qu'on ne mangerait pas et qu'on aurait une assiette en plus, parce que des nouveaux arrivants, il y en avait tous les jours, tous les jours. Le personnage important dans qui va intervenir dans les camps d'internement, c'est un médecin, Joseph Weil. Joseph Weil est un médecin strasbourgeois qui ne se fait aucune illusion sur le régime nazi et sur la suite des événements. Il dit, écoutez, tout ça c'est du bricolage. L'important, c'est que ces camps n'existent plus. C'est que les gens sortent de ces camps. Et comme on reste dans la légalité et qu'on ne peut pas faire sortir les adultes pour l'instant, essayons de faire sortir les enfants. On s'est rendu compte très vite que les enfants qui naissaient, par exemple, à Gurs et qu'on nettoyait avec du papier journal, certains enfants étaient dans des conditions épouvantables, certains mouraient, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3000 quand même personnes qui sont mortes dans les camps d'internement en zone sud pendant l'occupation. Et c'est comme ça que lui-même et André Salomon imaginent de demander, de manière légale au début, de demander aux chefs de camp de Gurs et de Rivesaltes de sortir les enfants et de les placer d'en être responsables et de les placer dans les maisons d'enfants qu'elle ouvre petit à petit. They brought papers where the parents gave the permission to the OC to take the children out. Vous pouvez imaginer ce que ça coûte aux parents de signer sur un papier l'abandon, des papiers officiels où ils doivent signer qu'ils abandonnent leurs enfants. Les uns l'ont fait, les autres pas, mais on savait que c'était quand même la seule façon de sauver au moins les enfants. Donc maman m'a abandonnée. Mais enfin, je savais ce que ça coûtait et pour quelle raison c'était. Before the bus left, I mean, my father was next to the bus and I handed out my hand to say him goodbye. And I mean, he was much lower than I was and he kissed my hand. And to me, just this act sounded like a last goodbye, so he may have known. And to me, I didn't want that. I wanted this to be just like I'm going to a summer camp. I didn't, that I'm going away and
you're going to survive too, and we are going to meet. I think there was a lot of denial maybe on my part. I just didn't want to know. And I was there for, I think, till January 41, which made me about a year and a half. And that's when Jose came into the camp and took the children, the very small children, under 5 years old, to La Pouponnière, which was in Limoges. And through the letters, I found out that we were very, very thin, especially my sister, who was 2 years older than I was, but she was, like they said, there was 11 kilos. I don't know exactly how much that was. But she was very thin, and they said pitoyable. Alors, ça se passait de la façon suivante. Vivette était avec nous à l'intérieur, au Barbelé. À l'extérieur, on a vu arriver Sabine Slatin, vêtue de son uniforme de la Croix-Rouge, qui était un camouflage parfait, hein, plus un chauffeur, je ne sais pas qui c'était, qui conduisait la camionnette et qui avait une grosse pince. Il a coupé les Barbelés, les deux rangs à ras du sol. Et nous, à plat ventre, bon, d'abord, on a fait passer les petits. Moi, j'étais l'aîné, je suis passé le dernier. Et on est monté très rapide, le plus vite possible dans la camionnette, fermer la bâche, terminé. En ce qui nous concerne, mon frère et moi, on était internés depuis presque 2 ans. On n'a jamais pu changer de vêtements et de linge. Vous imaginez ce qu'on avait sur le dos? Dans quel état on était? Le tout pourri de vermine. La première chose que nous a dit, c'est à poil. Hein, on n'était même pas touchable comme ça. Et c'est comme ça que j'ai su, après, que je mesurais 1,60 m et que je pesais 32 kilos. We used to have good times on the beach, and this was the first opportunity that I had, you know, moving from misery, moving to a fairly normal life. And that in itself was a pleasant experience. But we didn't have, the food, you know, wasn't plentiful. And I remember that we had problems because children used to fight over bread. Il y avait quelquefois 50 enfants. Hein? Ah bon? Oui. Je sais pas, ils étaient les uns sur les autres. Dans cette petite maison. Et alors j'avais une cuvette comme ça pour laver les enfants. Alors je passais ma journée à les laver, enlever les poux. Et c'était ça mon gros boulot, quoi. Il reste à peu près 3 semaines, le temps qu'on fabrique des cartes d'alimentation, qu'ils reprennent un peu de poids, qu'ils soient soignés. Il y avait beaucoup d'impétigo. Et là, ils sont distribués dans différentes maisons d'enfants. Les gens de Lozé qui sont venus me trouver, ils m'ont dit, voilà, alors on peut faire partir ton frère, mais toi tu peux pas y aller, mais on n'a plus de contact avec tes parents, tu es le chef de famille, tu décides si tu les gardes avec toi ou si tu les laisses partir aux États-Unis. C'est une décision affreuse pour un garçon de 14 ans, hein. C'était la seule personne avec laquelle je pouvais parler. Hein. Mais bon, j'ai réfléchi moins de 2 minutes et j'ai dit, bah, ça va, il s'en va, hein, parce que j'étais quand même obligé de dire que si lui, il était sauvé, à ce moment-là, c'était 50% de la famille. The Jose got the Vichy government's permission to have the parents who had not seen their children to come to Marseille to say goodbye to their children, and then return to Rivesaltes. And Vivette Samuel writes, and all the mothers came back, and the children left happy. No, the children did not leave happy. On a dans les archives de Lozé plus de 1200 demandes d'émigration, c'est-à-dire de dossiers
fait, bouclé, avec des affidavits de famille en Amérique, malheureusement, ce seront seulement 3 convois avec en tout 320 enfants de Lausée. Ces maisons d'enfants, les enfants de Lausée sont au su et au vu de tout le monde. Ils ont une vie et une identité légale. Ils vont à l'école du village. Ils sont enregistrés en mairie. Qui dit avoir la légalité signifie des comptes à rendre, bien entendu. Donc ça signifie que tous les comptes rendus mensuels d'activité de Lausée, la liste des enfants qui étaient placés dans une dizaine, une quinzaine de ces maisons d'enfants étaient envoyés à Vichy. Son personnel étranger, bien sûr en grand nombre étranger, mais aussi français, était listé et ces listes étaient envoyées à Vichy. Donc c'était la transparence la plus totale. On vient chercher des adolescents de plus de 15 ans dans les maisons d'enfants de Lausée. French police had come and arrested many of the older boys whom I knew very well. We knew they were being sent to the east. That was the terminology that was used, sent to the east. La prise de conscience, le travail avait été fait. Donc maintenant, le docteur Joseph Weil a convoqué dans un hôtel André Salomon. Il y avait également Georges Garel, qui lui, qu'on appelait un œil neuf, il était ingénieur, il n'était pas du tout intégré à Lausée. Et là, les structures d'une organisation clandestine sont nées. Dans mon village, il y a une dame qui vient, parce que comme téléphone ne pouvait pas, pour m'avertir que je devais être le surlendemain à Lyon, à une réunion du docteur Joseph Weil avec tous les responsables qu'il a choisis des maisons d'enfants pour une réunion importante. Alors il nous dit, il faut fermer les maisons. Il y avait un inconnu parmi nous, il dit voilà, ce monsieur va devenir le chef d'un réseau que nous créons, un réseau de résistance ultra secret. Il choisira parmi le personnel ceux qu'il veut engager. Et Lausée n'apparaît plus dans ce réseau Garel. Il aura son argent pour vous payer. Il n'y a qu'un seul patron pour le réseau Garel, c'est Georges Garel. C'est à la suite de cette nuit que Joseph Weil l'a pris à part en lui disant voilà mon idée, c'est de faire quelque chose de clandestin et de parallèle. Vous êtes l'homme qu'il me faut, vous n'êtes pas connu des services de police, vous n'êtes pas connu de la communauté juive, vous n'êtes connu de personne en fait. Et je crois que vous avez la stature, parce que j'ai vu de quoi vous étiez capable cette nuit-là, d'être l'homme que je cherche. Voilà ce qu'a imaginé Georges Garel. 4 régions qui fonctionnent de manière autonome,
Et c'est ça aussi le génie de Georges Garel. C'est-à-dire que si un certain nombre de convoyeuses ou de dirigeants de régions ont tombé, chaque région est autonome et fonctionne de manière autonome. Elle reçoit les enfants triés en amont par des assistantes sociales qui étaient recrutées par l'autre tête du réseau qui était André Salomon. Et il va expérimenter son idée dans la région de Toulouse. Il est introduit par son beau-frère d'ailleurs, Charles Lederman, auprès de Monseigneur Saliège, évêque de Toulouse, qui va lui ouvrir les couvents. C'est grâce à Saliège que les institutions ont pu ouvrir leurs portes, grâce à Monseigneur Théas de Montauban que les portes ont pu s'ouvrir également. C'est par leurs textes lus en chair qu'il y a eu un éveil, on peut parler de réveil de la conscience chrétienne. Ces enfants sont, on disait à l'époque, arianisés. C'est là qu'ils changent complètement d'identité. C'est là qu'ils deviennent des enfants cachés. Tous les enfants sont préparés, ils ont des faux noms, des fausses cartes d'alimentation, et ils sont dispersés un peu dans les collèges, les couvents. C'est André Salomon qui organise tout, les faux papiers, les faux noms pour les enfants, et on nous faisait des essais, on les réveillait la nuit pour dire « Comment tu t'appelles ?» Alors ils devaient dire alors, ça c'était vraiment, c'est épouvantable cette histoire-là, pour faire mentir les enfants. C'était très difficile de leur faire accepter l'idée qu'ils ne disent pas « mais mon vrai nom est tel et tel ». Tu t'appelles comme ça et... Surtout. Alors il y en a un qui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire si j'oublie mon vrai nom ?» Dans le train où j'étais avec deux petites filles ou un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas, que je devais amener quelque part, et il y avait des soldats allemands qui étaient assis dans le compartiment. Et la petite fille, Frida, elle avait d'avoir 4-5 ans, alors un soldat la regardait tout le temps parce qu'elle faisait des petites manières. Puis il dit... il demandait comment elle s'appelle, il a demandé en allemand, et puis l'autre lui a dit comment, en français, ton nom, etc. Alors elle s'est tournée vers moi, elle a dit « Est-ce que je dis Frida ou est-ce que je dis... » Je ne sais pas quel était l'autre nom. C'était épouvantable. Quand je circulais à Brive, j'allais dans des maisons, je dis vous avez la possibilité de recevoir quelqu'un qui va vous aider, qui va travailler avec vous. Je disais jamais qu'il était juif, qui va travailler. Puis après, ils savaient que c'était, qu'ils étaient juifs. Et puis, j'ai jamais eu aucun problème. So they took me to a farm in France, on the Massif Central, near the city of Vernoux, Ardèche. And I stayed there with farmers, paysans. I became Jean Bloise. That was my new name, new identity, with a new carte d'alimentation. Trouver les familles, amener les enfants, les surveiller plus ou moins, et puis ce qu'on oublie, c'est porter l'argent des pensions mensuellement, et chaque famille étant payée pour l'entretien de l'enfant
à peu près, c'est l'équivalent de 600 francs de l'époque. C'était un peu plus que les nourrices agréées dans les régions comme la Nièvre ou la Sarthe. Personne n'avait suivi des cours de psychologie pour savoir comment il faut cacher un enfant, son nom, comment il faut lui... C'est donc au feeling. Je vais faire ceci ou je ne vais pas faire ceci. On se trompait combien de fois en voulant bien faire. Une fois, j'avais besoin de place et j'avais envoyé une jeune fille qui s'appelait, je crois, Paulette Dreyfus, qui pour me rendre service, elle est allée voir des familles qu'on m'avait indiquées. Bon, alors je lui ai fait... Elle avait 18 ans, elle était jeune, elle manquait d'expérience. Elle m'a dit, oh, elles sont charmantes, elles sont très gentilles. Bon, alors donc, moi, j'ai laissé partir des gosses dans cette famille, et puis dans cette ferme. Et puis quand je suis arrivée un jour pour contrôler dans la ferme, j'ai vu que toutes les filles de la ferme étaient enceintes. Donc j'ai sorti les gosses. Donc vous dire que je ne dis pas que tout a été parfait, hein. Le maire d'Annemasse s'appelle Jean Défaut. Il a été nommé par le maréchal, mais il ne marche pas avec le maréchal, il marche avec nous. Il avait un magasin de vêtements d'hommes. Alors, le monsieur me voit rentrer, vient vers moi, il m'a regardé de vêtements d'abord. Alors j'ai dit non, c'est pas ça, monsieur. Je voudrais voir monsieur le maire que vous êtes. Il a instantanément, c'est une des choses, il a instantanément, physiquement changé. Il se retourne vers Pétain, qui était accroché au-dessus de lui. Il dit, une fois de plus, maréchal, oui, j'ai été nommé par vous, mais tout ce que j'entends là, je ne peux pas rester, je suis français, je peux pas, je suis indigné, je ne peux pas supporter ça. Et il se retourne vers moi, et je vous aiderai, à vous. Il y a essentiellement 3 organisations qui ont fait passer les enfants juifs en Suisse. C'est l'OSE, les éclaireurs israélites et puis le mouvement de la jeunesse sioniste. Alors on a calculé que ça coûtait de 4 à 5 000 francs par enfant. Donc on voit ces organisations juives avoir des besoins d'argent qui sont en réalité, l'argent a toujours été là. Sur l'argent du Joint, du KKL, un peu du Congrès juif mondial. Il y a toujours eu de l'argent pour ça. Alors, le maire m'a mis en contact avec un cheminot. Nous avons monté un scénario. Ces cheminots connaissaient ceux qui contrôlaient les papiers. Ils disaient, aujourd'hui, nous avons de nouveau un groupe d'enfants pour une colonie de vacances. On va faire à l'avenir pour ne pas déranger la sortie, etc. Et les gens sont pressés de sortir. Nous allons faire une sortie colonie de vacances. On nous a en quelque sorte déguisés en éclaireurs. On avait un foulard avec un fanion, et puis bon, on était une dizaine. Hein. Et alors, il y avait une période de vacances scolaires. Ils ont profité de ce moment-là. Vous mettez en rang par 2, on va sortir par là, et vous allez marcher en groupe, enfin, ou pas, derrière moi, vous allez me suivre, en marchant tranquillement, vous donnez la main, les plus grands donnaient la main aux plus petits quand il y en avait, etc. Le système est toujours le même depuis l'époque Loinger du printemps 43. Des accompagnateurs de l'OSE vont jusque dans la zone de l'immédiate frontière, et là, ils confient le groupe à des passeurs rétribués.
parce qu'il est impossible de passer quand on n'a pas une connaissance quasi professionnelle de la frontière. Alors le passeur leur donnait rendez-vous assez loin de son lieu de passage, et pour ne pas que ce soit dévoilé. Alors je lui dis non, non. Moi, bon, le lieu précis où vous passez, c'est votre fonds de commerce, d'accord. Mais je veux rester à moins de 100 mètres de là pour savoir, je ne vous payerai pas. Je vais être à proximité, ça se passe la nuit. S'il y a quelque chose qui se passe, je l'entends, je le saurai, je saurai ce que j'ai à faire, mais je vous payerai seulement quand je sais que les enfants sont passés, que j'ai rien entendu. In the morning, very early, it wasn't daylight yet, the farmer wakes up and says, okay, on s'en va. And he puts a pistol in his pocket. At that point, I really got scared, you know, when he had the pistol there, because I said, well, this is going to be dangerous. Arrivé là, il a sorti un grand couteau qu'il a commencé à aiguiser. J'ai eu vraiment très, très peur. J'ai fait une crise de nerfs. On lui a demandé c'est pourquoi qu'il aiguise ce couteau. Il a dit c'est pour les chiens. Les Allemands lâchent des chiens. Il dit j'emmène beaucoup de poivre le long de la frontière, mais il peut quand même avoir des chiens malgré tout, donc je suis obligée d'emmener un couteau. J'avais chaque fois des scènes au moment où je les quittais, justement. Il y a là, de la nuit, il y a un homme qui apparaît, et je leur dis, c'est lui le monsieur qui va vous passer au même donné, mais je ne peux pas vous accompagner. Je sens encore aujourd'hui les mains qui s'agrippent à moi, qui disent non, les plus petits surtout. Non, reste avec nous, on a peur, etc. On nous avait dit, après le Barbelé, qui est la frontière française, hein, il y a une pente très, très, très raide qui descend, et en bas, il y a un ruisseau. Quand vous êtes sur la pente, vous n'émettez aucun bruit, quoi qu'il vous arrive. Même si vous tombez, vous prenez un mouchoir, vous n'émettez aucun bruit. S'ils vous entendent dans le no man's land, ils tirent. You just go straight. You go over the mountains there. When you reach a brook, un ruisseau, on the other side of Switzerland, well, we started to walk and to walk and to walk, and there was one brook, one ruisseau. There was another ruisseau. There was another ruisseau. We had absolutely no idea where we are. On avait, contre instruction, tourné à droite, un chemin de terre, hein, le long du ruisseau. Alors, à peu près 1,5 km, vous arrivez dans un autre village, qui est le village frontière suisse, qui s'appelle Hermance. Au milieu du village, il y a un poste de police, il est signalé, vous sonnez. Et après, vous verrez. We hear voices, and I see these gray uniforms that are just like the German uniforms. But they looked a little different. I knew German uniforms very well. They looked a little different, but we weren't going to take any chances. So the three of us, we woke each other up and we started to run. And they started, arrêtez, arrêtez! 1 millier d'enfants seuls sont passés en Suisse sous la responsabilité des organisations juives. Pour Georges Loinger tout seul, c'est plus de 300 enfants qu'il a fait passer par an de masse. Toute l'action de l'automne 1943 prend fin à fin octobre, parce qu'il y a une série d'arrestations. Il y a Mila Racine et Roland Epstein le 21 octobre, à la frontière à Saint-Julien. Il y a Huguette Wahl, fin octobre, à Nice. Il y a Nicole Salon, le 24, je crois, octobre, à Nice. Et ça, c'est trop. On arrête toute l'action. C'est devenu beaucoup trop dangereux. Février 1944, tout le bureau de l'OSE de Chambéry, avec son directeur Alain Mossé, se fait arrêter, 7 personnes. Et Alain Mossé a le temps d'envoyer un télégramme codé qui dit « Fermez tout, les Allemands, Brunner est au courant de toutes nos activités, même les activités clandestines ».
Il n'y a pas une seconde où où je peux dire je n'ai pas eu peur. J'ai eu peur tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'étais sûre que j'allais y passer, hein, il n'y a rien à faire. Mon physique me condamnait, d'après moi. J'avais entendu une discussion de soldats. J'étais assise dans un train avec mes faux papiers et l'un dit à l'autre « Das ist bestimmt eine Jüdin », ça c'est sûrement une petite juive. Alors l'autre dit, me regarde comme ça, je fais semblant de rien comprendre, je regarde en l'air. Et l'autre dit « Mais non, là, dans le sud de la France, elles sont toutes comme ça, elles ont tous l'air d'être des juifs. » Moi, je ne bouge pas, c'est là... Mais j'ai pas attendu longtemps. Je savais que je voulais mourir sous un bombardement, mais pas déporté, pas arrêté. Je n'allais pas à la cave. Quand il y avait des alertes, je me promenais. D'ailleurs, tous les Juifs sortaient quand il y avait des alertes, parce que les Allemands avaient tellement peur. Les Juifs, ils respiraient, quoi. C'était de plus en plus risqué, ça c'est vrai. Mais c'était plus... Ce n'était pas pour la gloire, ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment parce il fallait le faire. Surtout la vie des enfants, c'était très, très précieuse, l'idée qu'on puisse ne pas faire ce qu'il faut pour les aider. Septembre 1944. Lyon est à peine libéré. Tous les chefs de Lozé se retrouvent pour tout réorganiser. Et Lozé est capable d'ouvrir en 1945, donc quelques mois après cette entrevue de Lyon, 25 maisons d'enfants mises sur pied, équipées par Marc Schiffman pour 3000 enfants. C'est là que j'ai vu pour la première fois un groupe de peut-être 25, 30, 35 garçons, à peu près de mon âge, qui étaient tous juifs et qui avaient tous perdu, qui n'avaient pas été leurs parents, ou qui avaient un père ou une mère, ou les deux, qui n'étaient plus là, qui attendaient comme moi. Et ça a été quelque chose d'assez très important pour moi, parce que je me suis retrouvé n'étant pas seul dans cette situation. On attendait le retour de nos parents. Et effectivement, un jour, on est descendu au guichet, qui était la gare la plus proche de Corbeville, du château de Corbeville. Et puis, d'un seul coup, il y a un d'entre nous qui a crié « Maman ». C'était la mère d'un déporté, la mère d'un enfant de Lozé, qui était revenue voir ses enfants. Elle revenait de déportation. Et nous, quand on a vu, quand on a entendu, on s'est dit « ça y est, ils reviennent. Ils vont revenir, c'est bientôt notre tour ». Bon, ça n'a pas été le cas, malheureusement.
Je me souviens, quand on a reçu à Buchenwald, en prenant le train, j'étais avec surtout les garçons de Siget, avec moi. Ça s'appelait Antje Meisner. Nous avons reçu des gâteaux. Et mon premier geste est de partager avec lui le petit gâteau. Et lui dit, mais j'ai le mien. Ça ne fait rien, mais j'aimerais donner. J'avais besoin de ce geste de partager. Le premier geste de partage. Des garçons libres. Et jusqu'à l'arrivée des couilles, là, je me suis vraiment retrouvé dans le temps. Dans le temps. On n'était pas des gens normaux. Et pour nous, la vie ne représentait pas la même chose que pour les gens que nous voyions. Nous sommes arrivés ici, on a vu des gens normaux. On les appelait les garçons B, c'était les garçons de Buchenwald. On était presque terrifiés devant eux, en sachant d'où ils venaient. Et à peine si on osait les aborder. Et eux, ils nous ont raconté ce qui s'est passé là-bas. Et même, entre parenthèses, s'ils se sont plaints parfois de n'avoir pas été écoutés ou de n'avoir pas été aidés par les Français qui s'en fichaient, enfin, dans leur esprit, ils croyaient ça. C'était pas vrai. Ils pensaient bien qu'on les a écoutés, mais on n'a pas voulu les écouter plusieurs fois. Une fois nous a suffi. Eux ne nous ont pas écoutés parce qu'ils pensaient qu'on était peinards en France. Et eux non plus ne se sont pas rendus compte qu'il y avait parmi nous des enfants qui se trouvaient seuls. Et bon, mais enfin, je n'en veux pas. C'était pire pour eux. Après, il y avait des moniteurs. Il y en a qui étaient plus doués que d'autres. Parce que ces gens-là n'étaient pas préparés pour recevoir des gens comme nous. On nous commandait. Or, nous, des commandes, on avait ras-le-bol. Il fallait voir de quelle façon on nous appelait au rassemblement. Il fallait se mettre encore en rangée. Et ça n'a pas été tous les jours très drôle. Un des serveurs ressemblait vaguement à un capot que j'avais. Et comme j'étais un homme tranquille, j'ai pris un broc, vous savez, ces brocs français en terre cuite, je lui ai cassé sur la tête, l'ai envoyé à l'hôpital. Autant avec les enfants qui avaient été cachés en France, on était à l'aise. On connaissait les familles françaises, etc. Mais là, venant des camps, c'était vraiment... on avait peur de soulever des problèmes auxquels nous-mêmes, puis c'était la grande inconnue pour nous. La première personne dont tout le monde est tombé amoureux, c'était Gaby Cohen. Les 420 petits garçons. Ah, on était tous amoureux d'elle. Et moi plus que les autres, bien sûr. Nini, c'était d'abord... je ne vais pas parler d'elle au passé, Nini, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a compris vraiment ce que peu de gens ont pu comprendre. C'est cette fragilité que chacun de nous incarnait. Tout était fragile. Même là-bas, moi, je ne savais pas si demain j'aurais à manger. À ce point-là. Parce que une guerre pourrait éclater. Une autre guerre. Chaque jour était un cadeau. Et chaque heure une bénédiction. Je suis convaincu que chacun qui a passé par l'Osée pourrait dire la même chose, et raconter les mêmes histoires, et exprimer les mêmes vœux, aussi les mêmes mots de reconnaissance.
Je dois ma vie à Losé. À l'époque où c'était une question de vie ou de mort. Et moi, ça, c'est des choses que j'oublie pas. Moi, le compliment que, personnellement, que je peux faire à Losé, c'est de m'avoir permis de retomber en enfance. So if it wasn't for Jose, I wouldn't be here. They were very caring, very wonderful. Anyone that was involved with Jose were wonderful, wonderful people. I love them to this day. I mean, they were really my backbone. C'était une chance. José nous a offert une chance.